Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je me présente, je suis Marc Tardif, le directeur du service des études à l'Université TÉLUQ. Dans d'autres institutions, j'aurais le titre de doyen des études, donc c'est pour vous dire que je dois, selon les règlements, assister à la séance, ce que je ferai avec plaisir. Avant toute chose, je dois vérifier le quorum et le constater et le confirmer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis présent. Je confirme que nous avons le quorum et que nous pouvons continuer. Ça me permet donc à ce moment-ci d'ouvrir la séance officiellement. Je vous dis aussi que nous sommes en direct en web diffusion. Donc, si les gens doivent prendre la parole ici devant, c'est au micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être entendu à distance. Et donc, je vous remercie déjà à l'avance. Je vous présente d'abord le candidat au doctorat ici aujourd'hui, donc M. Claude Coulombe, candidat au doctorat en informatique cognitive. Il en arrive à l'étape finale de son parcours et nous présentera sa thèse sur, donc intitulée « Techniques d'amplification des données textuelles pour l'apprentissage profond », donc titre pour son doctorat en informatique cognitive. Je vous présente aussi les membres du jury, donc selon l'ordre qui m'a été indiqué. D'abord, le professeur Christophe Malater du département de philosophie de l'UQAM. Le professeur Stan Matwin, Dalhousie University, Faculty of Computer Science. Le professeur Belkacem Chakaoui, professeur ici au département sciences et technologies, donc de l'Université TÉLUQ. Le professeur Michel Gagnon, de la, oui, bonjour, de la Polytechnique Montréal. La professeure Naila Mezgani, donc professeure en sciences et technologies à l'Université TÉLUQ. Et enfin, le professeur Gilbert Paquette du département sciences et technologies de l'Université TÉLUQ. Donc, le jury. Je prends quelques secondes pour vous souligner la grande importance de la séance d'aujourd'hui. Effectivement, très grande importance pour le candidat qui est avec nous. C'est l'achèvement d'un long parcours et une journée très importante. Mais il ne faudrait pas oublier aussi de souligner l'importance pour l'Université TÉLUQ, les professeurs du département, le programme, donc toutes les personnes autour qui font vivre un tel programme pour en arriver à soutenir un étudiant dans le cadre de son doctorat, dans ce cas-ci Claude. Donc, les efforts de l'institution qui sont importantes et qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Donc, très grande importance aujourd'hui pour bien des personnes, Claude et son entourage, mais aussi pour l'Université TÉLUQ. Sans plus tarder, je laisse la parole au président, professeur. Donc, je suis le président de ce jury et je vais t'expliquer, Claude, comment ça fonctionne, le déroulement de cette soutenance. Tu as 45 minutes pour nous présenter. Par la suite, les membres du jury vont te poser des questions à tour de rôle. On pourra faire un deuxième tour si le besoin se présente. Puis, par la suite, le jury va se retirer pour faire la délibération. OK? Donc, sans tarder, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. C'est un grand jour et ça a été un tunnel un peu long, un peu sinueux, avec des hauts, des bas, mais c'était une belle aventure, je dirais, scientifique. Je suis content de ce que j'ai fait. Et je vais vous présenter ma thèse, donc les techniques d'amplification des données textuelles pour l'apprentissage profond. Il y a un secret qui est bien gardé en apprentissage profond, l'AP. C'est vraiment... on n'en parle pas suffisamment, mais c'est vraiment que l'apprentissage profond exige d'énormes quantités de données. Mais aussi, comme il y a des quantités de données importantes, on a aussi besoin d'infrastructures de calcul avec des processeurs graphiques et aussi une bonne dose de savoir-faire. Puis souvent, ce savoir-faire-là est empirique et il n'est pas beaucoup documenté sur comment cuisiner les fameux réseaux de neurones et les architectures de neurones profonds. Donc, on est souvent placé face à ce j'ai appelé le mur des données massives, mais je pense que d'autres aussi appellent ça le mur des données massives.
Donc, de se retrouver avec des quantités de données qui sont nettement insuffisantes pour entraîner un modèle profond. Ça représente un défi à la fois pour les communautés linguistiques minoritaires sur la toile, parce qu'ils ne peuvent pas entraîner de gros modèles qui sont devenus, on va le voir plus loin dans l'exposé, qui sont devenus un peu comme l'état de l'art, en fait, dans le domaine du traitement de la langue naturelle. Et ceux qui tentent de rivaliser avec les géants du fameux GAFAM, là, les Google, Amazon et autres, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, ceux qui ont vraiment des fermes de serveurs, entre autres, et accès aux données parce qu'ils sont eux-mêmes sur l'architecture de base du web. Donc, la nécessité d'une grande quantité de données, ce n'est pas particulier à l'apprentissage profond, c'est relié plus à la complexité de la tâche à résoudre. Donc, si j'ai une tâche simple à résoudre, en général, je n'ai pas besoin de beaucoup de données. Si j'ai des tâches très complexes, par exemple comme la reconnaissance vocale, l'identification d'images ou encore la traduction automatique, sur laquelle j'ai travaillé beaucoup avant. Donc, ça prend énormément de données. Ça m'amène à des règles empiriques sur la quantité de données en apprentissage. Parce que moi, j'ai une approche un peu d'ingénierie, comme j'ai été longtemps aussi dans le domaine industriel. C'est qu'il faut avoir des règles un peu empiriques pour se guider, savoir est-ce que quel genre de données j'ai besoin, combien de données. Donc, typiquement, une des premières règles qui est transgressive, souvent, c'est qu'on doit avoir un nombre de paramètres de données qui est égal à peu près, environ égal au nombre de paramètres dans le modèle. Ça, c'est une règle qui a été établie par Suskever en 2013. On sait aujourd'hui que c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a un partage des paramètres qui se fait dans les réseaux de neurones profonds, mais ça permet quand même de donner un départ, une base, je dirais, pour évaluer si on a suffisamment de données. Là, il y a des choses que j'ai tirées du livre, l'excellent livre de ce que j'appelle le GBC, c'est le livre sur Deep Learning, là, de Goodfellow, Benjo, Courville, qui sont pour Benjo et Courville des gens de l'Université de Montréal, puis Goodfellow, c'est un étudiant de Yoshua. Donc, si on veut, par exemple, pouvoir juste avoir une performance correcte avec un réseau de neurones profond, et qu'on fait une tâche typiquement d'apprentissage supervisé de classification, par exemple. Okay? Je classifie des images. Je vais avoir besoin, pour chaque classe d'images, si je veux reconnaître, par exemple, des chats, des chiens, des oiseaux, je vais avoir besoin de 5000 images qui vont être annotées avec ce qu'on appelle l'étiquette de classe, pour chaque type d'image. Donc, on voit quand même qu'on est avec des jeux de données considérables. Si on parle qu'on a 1000 types d'objets qu'on veut classifier, ben, ça veut dire 5 millions de données. Okay. Si on veut aller plus loin, si on parle de performance, ce qu'on appelle surhumaine, c'est-à-dire des performances qui égalent ou qui dépassent la performance des humains, on parle plutôt de 10 millions de données étiquetées, donc d'énormes jeux de données. On va finir avec une citation de Jeff Dean, qui est un des... en fait, c'est la personne qui a pris les concepts qui ont été développés dans les universités et qui a amené ça vraiment sur des architectures parallèles chez Google, Jeff Dean. Il dit, si tu as 10 exemples de quelque chose, là, oublie ça, là, ça va être bien difficile de faire du deep learning. Par contre, si tu as 100 000 données, là, tu commences à être dans une zone confortable pour éventuellement faire de l'apprentissage profond. Donc, ça nous donne une idée quand même de l'ordre de grandeur de ces problèmes et du mur des données massives. Une idée il y a plusieurs façons de solutionner le problème du manque de données, mais une façon qui a été utilisée déjà et particulièrement en vision, je dirais que je me suis beaucoup inspiré des idées qui circulaient en vision artificielle, c'est de créer des nouvelles données à partir de données existantes, ce qu'on appelle l'augmentation. Et moi, je parle plus d'amplification de données parce que c'est vraiment la présence d'un signal. C'est un peu comme l'amplification électronique, là. Il y a un signal qui est déjà présent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amplifie ce signal-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on part de zéro, là, je dis ex nihilo, mais c'est vraiment qu'il y a une présence d'un signal, d'un pattern, d'une forme quelconque dans les données, et on veut amplifier ce signal-là.
on part de données existantes, donc pour en créer de nouvelles, mais le plus important en traitement de langue naturelle, en général, on veut préserver le sens. Ça se peut qu'on n'ait pas besoin du sens, si on fait par exemple juste des travaux en syntaxe. Donc, si on fait de la poésie, par exemple, on n'a pas besoin de préserver le sens parce que justement, c'est ce qu'on veut. On veut déborder juste le carcan sémantique. Mais en général, on va vouloir préserver le sens. Donc, j'amène le concept de transformation sémantiquement invariante, ce qui est vraiment au cœur du processus d'amplification des données en traitement de langue naturelle. Je donne des synonymes aussi parce qu'on entend beaucoup parler des données, d'augmentation des données, mais on peut aussi parler de données synthétiques, de données générées, de données artificielles et même, à cause de l'époque, de fausses données. Les travaux précurseurs, les inspirations principales, ça a été en vision par ordinateur, qui a été le premier domaine d'ailleurs en apprentissage profond à connaître du succès. Okay? Donc, la création de nouvelles images par des transformations géométriques qui préservent la similitude. Par exemple, je vais faire des translations d'images, des rotations d'images, des réflexions, des homothéties, c'est-à-dire je vais agrandir ou zoomer l'image. Ça s'est fait autour des années 2000. Hein. C'était vraiment... Et ces techniques-là ont été massivement utilisées, entre autres par l'équipe de Krzyzewski, Schusterer et Hinton en 2012 pour remporter le fameux défi ImageNet. Et on peut considérer que l'ImageNet, ça a été un tournant dans l'approbation ou la découverte de l'apprentissage profond, de la puissance de l'apprentissage profond. À partir de ce moment-là, on a dit « Oh, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Okay? » Il y avait aussi des travaux en reconnaissance de la voix qui se réalisaient en même temps, parallèlement à ça, qui ont aussi qui ont utilisé aussi l'amplification de données. Okay? Donc, en fait, on peut dire que s'il n'y avait pas eu l'amplification de données, il n'y aurait pas eu, en fait, la performance d'ImageNet de l'équipe de Toronto n'aurait jamais été aussi bonne. On aurait fallu attendre plus longtemps. En reconnaissance vocale, bon, on va faire la manipulation du signal. On va ralentir, on va accélérer le signal, on va travailler sur le spectrogramme, on va injecter du bruit. Donc, c'est des techniques qui sont déjà connues et utilisées dans ces domaines. Dans le domaine du texte, puis là, j'ai cité Kobayashi qui a fait des travaux assez récents, donc 2018. L'amplification textuelle est vraiment limitée, vraiment peu utilisée. Moi, j'ai commencé à travailler, à m'intéresser au problème parce que j'avais rencontré le mur des données massives, puis je cherchais des façons de contourner et c'est là que, en 2015, j'ai trouvé l'article de Xang et Lequin, qui était l'idée, en fait, de remplacer un mot par son synonyme avec un thésaurus. Thésaurus du genre, par exemple, WordNet. Okay? Et c'est jusqu'à tout récemment, c'est la seule technique d'amplification des données textuelles, ADT. Vous allez beaucoup voir l'acronyme ADT là, dans le reste de la présentation, parce que c'est assez long quand même à dire, là. Amplification des données textuelles. C'est la seule technique qui était vraiment reconnue. On sait par contre que c'est un secret de Polichinelle qu'il y a aussi beaucoup de règles codées à la main qui sont utilisées pour faire l'amplification de données. Mais ça, les gens en parlent plus ou moins, peut-être parce que c'est pas très noble comme activité, mais c'est utilisé et un bel exemple, c'est qu'il y a des bibliothèques disponibles sur GitHub, entre autres. Je parlais de NoiseMix. Mais c'est quand même récent, là. On parle de 2018. Mais on sait que les gens font aussi de l'amplification à base de règles. Pourquoi l'ADT est-elle difficile? Parce que finalement, on le fait en vision, on le fait en reconnaissance vocale. Évidemment, la vision, la reconnaissance vocale, c'est des données qui sont très numériques. Là. On parle vraiment de nombre. En fait, on parle de données continues, donc ça s'applique plus facilement de faire des modifications légères à des données continues qu'à sur des données discrètes. Donc, les données textuelles sont difficiles à traiter, entre autres parce qu'elles sont symboliques, elles sont discrètes, sont compositionnelles, c'est-à-dire que toute la langue est organisée en composition à partir de morceaux. On crée par exemple des structures, par exemple la structure d'une composante lexicale de nom ou une composante lexicale verbale. Mais
en plus de ça, c'est dispersé, il y a énormément de possibilités. C'est dû, entre autres, la dispersion est simplement due à ce qu'on appelle la production, la capacité de production de la langue naturelle. Donc, il y a une combinaison énorme, une combinatoire énorme, excusez-moi, une combinatoire énorme de la langue naturelle. C'est aussi hiérarchique, donc il y a une organisation hiérarchique de la langue. C'est bruité, c'est plein d'exceptions, d'erreurs, c'est souvent ambigu. Donc, c'est souvent pour ça que le problème est difficile. Aussi, comme je le disais rapidement, les techniques basées sur la descente de gradient qui sont utilisées en apprentissage profond et dans beaucoup de techniques d'apprentissage automatique ne s'appliquent pas directement à des données discrètes. Il faut trouver des trucs. Il y a des façons de trouver des trucs. Ça, c'est une citation de Goodfellow qui est un des co-auteurs du bouquin sur l'apprentissage profond. Et aussi l'inventeur des réseaux génératifs adversaires. Donc, c'est difficile de générer des données textuelles aussi réalistes. Comme j'expliquais tout à l'heure, on peut produire des données, mais si on ne préserve pas le sens, si on fait de la poésie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est des trucs qui vont en apparence être des données qui suivent une bonne syntaxe, mais le sens est perturbé. Et entre autres, les techniques comme les auto-encodeurs classiques, ils ne contraignent pas l'espace latent, en fait, ils ne contraignent pas la sémantique. Okay? Donc, si on veut contraindre la sémantique, c'est beaucoup plus difficile et typiquement, ils travaillent mot par mot. Enfin, il y a aussi une explication sociologique qui est que c'est pas la mode tellement et qu'on cherche à faire des systèmes qui sont en apprentissage de bout en bout. Et donc, des techniques qui seraient, à parenthèse sur laquelle j'ai travaillé, sont moins à la mode, disons. Les hypothèses de ma recherche. L'hypothèse scientifique de base, c'est que l'ajout de données textuelles amplifiées par la génération de paraphrases, vraiment l'idée de prendre une phrase et de générer des variantes, des paraphrases, en respectant l'invariance sémantique, ces données-là vont améliorer l'entraînement de modèles statistiques profonds. Les techniques que j'ai testées, c'est évaluer, explorer, c'est l'injection de bruit, l'injection de fautes d'orthographe, des fautes d'orthographe connues, typiques, des transformations de surface, c'est-à-dire faire des substitutions, des modifications, mais en surface des phrases, des textes. La substitution lexicale, qui était déjà la technique reconnue, utilisée, et puis des techniques un peu plus innovatrices, qu'on pourrait qualifier d'intelligentes, parce qu'on fait appel à des modèles avec de l'apprentissage, comme la transformation d'arbres syntaxiques et la rétrotraduction. L'hypothèse d'ingénierie, c'est que, parce qu'il y avait vraiment un besoin au départ qui était un besoin, je dirais, de résolution de problèmes concrets, c'était que l'amplification des données par la transformation des arbres syntaxiques ou la rétrotraduction était réalisable en pratique en utilisant des services en ligne qui sont disponibles, en fait, capables de monter en charge, facile à mettre en œuvre et peu coûteux. Donc, des services à la fois de traduction automatique qui sont maintenant de qualité. Bon, on s'entend, là, en guillemets, mais ça a progressé énormément, puis entre autres, grâce à des travaux montréalais. Et aussi les travaux d'analyse, des analyseurs syntaxiques comme SyntaxNet, là, des analyseurs à large couverture qui sont vraiment bien performants. Donc ici, j'ai une diapo pour montrer le parallèle. C'est vraiment l'origine des idées de ma thèse. C'est l'idée des transformations géométriques du côté de la vision versus les transformations linguistiques sémantiquement invariantes. Donc, on prend une image, on la transforme en maintenant la sémantique, en guillemets, d'une image, c'est qu'on veut reconnaître le petit chat là, dans les images. Donc, on va tourner, on va faire des zooms, on va la déplacer, on va même faire des distorsions d'image. Et du côté, évidemment, de la langue, encore là, mais on laisse une mécanique linguistique. On va transformer la phrase « A nice kitty cat is looking at you ». Puis on va générer différentes paraphrases comme « A pretty kitten cat is looking at you »,« A nice kitten looks at you »,« A pretty kitten is looking at you »,« A nice kitten looks at you »,« You're being watched by a pretty kitten ». Donc, toutes sortes de formes qui peuvent enrichir les données. Donc, c'est vraiment comme ça que l'origine de l'idée de cette thèse. Maintenant, il y a des règles à suivre, à respecter. On ne peut pas faire n'importe quelle transformation. Par exemple, en vision, c'est pareil. Je ne peux pas prendre des pixels et les mélanger au hasard et avoir un paquet de bruit.
on va rien faire avec ça, personne ne va reconnaître un chat là-dedans. Même chose au niveau de la langue. Donc, il y a des règles d'invariance sémantique, par exemple. L'amplification des données implique des transformations sémantiquement invariantes. Il y a la règle aussi du respect de la distribution statistique. Je reviendrai parce que ça peut peut-être expliquer pourquoi j'ai certains résultats moins probants. C'est que les données amplifiées doivent suivre une distribution statistique qui est similaire à celle des données originales, mais en fait, c'est plus les données de test. Okay? En apprentissage, c'est toujours la même chose. C'est que vous voulez généraliser, être capable de généraliser. Donc, à partir de données fraîches que vos algorithmes n'ont jamais vues, être capable de tirer des conclusions. Et si la distribution statistique entre vos données avec lesquelles vous avez entraîné vos modèles et les données réelles que vous allez utiliser par la suite sont trop éloignées, vous n'allez pas avoir des très bons résultats. Et il y a une règle d'or qu'on pourrait dire la règle de la plausibilité. Ça, c'est Géron qui l'énonce. C'est un être humain ne devrait pas pouvoir distinguer entre les données amplifiées et les données originales. Maintenant, je vais passer en revue les différentes techniques utilisées assez rapidement. Donc, l'injection de bruit textuel. Donc, l'injection de bruit textuel faible, c'est une transformation sémantiquement invariante. C'est-à-dire, si on voit un texte avec des erreurs, un peu des remplacements alphabétiques, on enlève un caractère, on en ajoute, ou encore à partir d'une table d'équivalence. Hein, si on fait, par exemple, des erreurs typiques de reconnaissance optique de caractères, là, ce qu'on appelle le ROC ou OCR en anglais, on peut avoir des tables pour faire des conversions. Ça fait partie des erreurs qu'on peut ajouter à un texte, puis on va être quand même capable de reconnaître le texte. Par contre, l'injection de bruit textuel fort, ça, on sait que si on met plein de bruit partout, à un moment donné, on va perdre la sémantique. Donc, et ça, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé la frontière. Okay? Quelque part, le signal se perd, mais à quel moment exactement, ça, je ne peux pas vous le dire. Là, ça fait partie des travaux à venir. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il y a trop de bruit et qu'on n'arrive plus à reconnaître la sémantique. L'injection de fautes d'orthographe, la même chose. Donc, c'est une transformation sémantiquement invariante. On reconnaît une phrase même s'il y a des erreurs d'orthographe dedans. Et encore là, ça dépend des cas, évidemment. Là, comme dans bien des choses, ça dépend. Il peut y avoir des erreurs d'orthographe qui font que le sens est complètement perdu avec une lettre de différence dans un texte. Mais disons qu'en gros, l'injection de fautes d'orthographe, ça reste une transformation sémantiquement invariante. Et j'ai utilisé les fautes d'orthographe, les erreurs d'orthographe les plus courantes en anglais, compilées par l'éditeur de dictionnaire Oxford. Ensuite, il y a la substitution lexicale avec dictionnaire, qui était la technique, la seule technique vraiment connue, répandue en 2015. Ça consiste à proposer des mots qui pourront se substituer à un autre, donc des synonymes en contexte. Évidemment, toujours en contexte, c'est important. Et les synonymes, ils sont souvent tirés d'un dictionnaire comme WordNet, une ressource, un thésaurus. Et on a aussi une autre méthode que j'ai utilisée aussi, qu'on appelle la génération à partir de vecteurs mots. Des vecteurs mots, en fait, c'est des... on pourrait dire que c'est des façons de voir la co-occurrence. Donc, les mots qui sont dans des contextes semblables ont en général des sens approchés. Et donc, avec le vecteur mot, on va faire en fait une forme de représentation des contextes. Et là, on va pouvoir trouver des mots proches à partir de cette représentation-là. J'ai amélioré, moi, la technique, et là, ça fait plus partie de mes contributions, mais parce que en général, les vecteurs mots sont polysémiques. Donc, tous les mots, par exemple, je prends le mot Java, il y a le langage informatique de programmation, il y a l'île de Java, et puis il y a le café. Et puis tout ça, ça se retrouve dans le même vecteur. Donc là, l'idée, c'était de séparer ces choses-là en différents groupes, en différents vecteurs. Donc, on peut dire que la substitution par un vrai synonyme, c'est une transformation qui est sémantiquement invariante. Il y a aussi des niveaux de subtilité. Donc, on peut faire une substitution par un hyperonyme. Puis là, ça, c'est une chose que moi, j'ai ajouté, entre autres, à mon générateur de synonymes. C'est-à-dire de mettre un mot plus général. Si je mets un mot plus général, je conserve le sens. Hein. Si au lieu de dire le chat, je dis l'animal ou l'animal domestique ou l'être vivant, j'ai pas dit de fausseté. Okay? Par contre, si je fais l'inverse, si je fais un hyponyme, donc un mot plus spécifique, là, en général, j'ai pas une transformation sémantiquement invariante. Je montre la photo d'un chat, puis je dis que c'est un chien. Je suis encore dans le vivant, mais là, je suis vraiment passé à côté, puis là, je suis vraiment dans l'erreur. Donc, la substitution par un hyperonyme, un mot plus général, est permise, mais la substitution par un mot plus précis, elle est interdite. Aussi, la substitution d'un mot par un antonyme. Parce que si on fait des chaînes de synonymes, souvent, on va retrouver un antonyme au bout d'un certain temps. Là.
Et entre autres, à cause des contextes, on peut se retrouver dans le trouble. Donc, la solution, évidemment, par un antonyme, on perd le sens, on est à contresens. Donc, ce n'est pas une transformation sémantiquement invariante. Il y a maintenant une autre partie où c'est plus au niveau de la génération de paraphrases en tant que telle. Donc, il y a, en fait, je parle de l'article de Zhang et Lequin en 2015 qui m'a vraiment, en fait, c'est un peu de provocation, là. Je vois, c'est écrit, oui, le mieux, ça serait de faire des paraphrases, mais ça demanderait de mettre des humains qui font des paraphrases, et ça serait très coûteux, ça prendrait beaucoup de temps, etc. C'est pas réaliste, bon. Puis comme résultat, ben, la seule chose qu'on peut faire, dans le fond, c'est faire des changements de synonymes. C'était un peu, en fait, c'est le texte tel quel de l'article de Zhang Lequin. Puis on peut comprendre parce que c'est pas des gens qui étaient familiers nécessairement du traitement de langue naturelle. Puis là, j'ai dit beau défi parce que je pense qu'on peut faire des paraphrases. Okay? On peut faire des paraphrases en respectant la sémantique. La définition de la paraphrase idéale, c'est que c'est vraiment une paraphrase qui préserve la sémantique, mais qui est aussi différente que possible de la phrase d'origine. Et ça présente le plus gros problème. Hein? Je ne prétends pas d'avoir résolu complètement le problème. J'ai développé des heuristiques, j'ai même développé du code avec l'apprentissage automatique pour y arriver, avec une fonction logistique. J'en reparlerai plus tard dans l'exposé. Mais il y a moyen d'apprendre les choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus pour identifier la paraphrase idéale à partir des sorties, par exemple, de la rétrotraduction. Donc, les techniques pour la génération de paraphrases, il y a évidemment les fameuses expressions régulières qui sont beaucoup négligées aujourd'hui, mais qui sont quand même je dirais, un outil de base dans le coffre des ingénieurs linguistes là, ou des ingénieurs computationnels, linguistes computationnels. C'est vraiment de transformer en surface avec de la reconnaissance de forme. En fait, on reconnaît une chaîne, puis on la remplace par une autre. C'est vraiment la façon... Et c'est très efficace. Les transformations de surface produites par des expressions régulières sont à privilégier parce qu'elles sont simples et performantes en termes de calcul. C'est très, très rapide. Je donne quelques exemples. Typiquement, les contractions en anglais, puis l'inverse des contractions. Dans les transformations, il y en a évidemment qui ne sont pas sémantiquement invariantes. Celles qui lèvent une ambiguïté sans justification. Par exemple, she's, est-ce que c'est she is ou she has? Si je tranche, je viens de mettre peut-être une erreur dans un contresens. Donc ça, je ne me permettrai pas de faire ce genre de règle-là de transformation. Même si je suis en transformation de surface, je ne le fais pas. Okay? Donc la règle empirique du respect de l'ambiguïté, c'est qu'une transformation qui génère une ambiguïté ou une imprécision est généralement considérée comme sémantiquement invariante. C'est ça, c'est ambigu, c'est imprécis, mais l'humain va trancher éventuellement. Mais c'est pas faux. Tandis qu'une transformation qui lève une ambiguïté en précisant l'information ne peut pas être considérée comme une transformation sémantiquement invariante, à moins que de l'information précisée soit motivée par le contexte. Mais là, on rentre plus dans l'intelligence artificielle générale là, quand on est à ce niveau-là. Donc, on se garde une petite réserve. Une autre technique qui est pas mal originale, puis inspirée des travaux de Michel, en fait, c'est en réfléchissant à une collaboration que j'avais faite à l'époque, que j'avais contribué en fournissant un analyseur morphosyntaxique bien connu qui s'appelait le correcteur 101. Et c'est un analyseur morphosyntaxique à large couverture, un des premiers, un des seuls qui existait à l'époque, à Michel, pour faire, lui, c'était des résumés de texte. Donc, il simplifiait des phrases. Et là, l'idée m'est venue, ben, si on peut simplifier des phrases, on peut donc faire des paraphrases éventuellement, puis manipuler la structure qui est une grammaire de dépendance. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Après avoir dit, ah, il y a moyen de faire quelque chose, j'ai dit, la deuxième idée, c'était, oui, mais on pourrait le faire en manipulant la structure de syntaxe, la syntaxe de dépendance des verbes syntaxique. Et je savais que Michel avait travaillé là-dessus, fait que j'ai dit, Michel, en passant, est-ce que tu veux collaborer au projet? Puis c'est comme ça qu'il est devenu mon co-directeur de recherche. Donc, le résultat de l'analyse d'une phrase, en fait, c'est ce qu'on appelle un arbre de dépendance, avec les nœuds qui sont les mots, et puis les arêtes, c'est les liens de dépendance syntaxique entre les mots. Comme un petit exemple ici, là, a man eats an apple in the kitchen. Typiquement, en grammaire de dépendance, la tête, c'est le verbe, OK? Le verbe. Parce que dans ce cas-là, c'est eat. Puis là, évidemment, on a le groupe nominal, a man, puis on a le groupe qui est le sujet en même temps.
Et on a aussi le groupe complément, qu'est-ce qu'on mange, il y a une hiérarchie, puis ensuite on a un groupe en fait qui va préciser à quel endroit on mange, c'est-à-dire dans la cuisine. Donc ça, cette structure-là arborescente qu'on voit avec des liens ici, on a une représentation informatique de ça qui peut être manipulée par des règles. Et en gros, ici, on a la génération de paraphrases par les arbres syntaxiques. On passe d'une phrase originale, on passe dans une analyse, on génère un arbre de dépendance, mais celui de la phrase originale. Après ça, on a une grammaire de transformation, mais c'est une grammaire de transformation qui utilise des transformations sémantiquement invariantes. Okay? Ça, c'est la partie où le génie humain sert à créer ces règles-là. On transforme à ce moment-là notre arbre de dépendance en un arbre de dépendance transformé, puis lui-même va générer un texte qui va être potentiellement une paraphrase. Avec une certaine, si on a fait nos règles correctement au niveau de la grammaire de transformation, on est pas mal sûr que c'est une bonne paraphrase. Donc, c'est une technique qui est un peu laborieuse à cause de la partie conception manuelle des règles, mais en même temps, c'est très chirurgical, c'est très précis. Donc, chaque phrase est soumise on a utilisé non pas le correcteur 101 qui était prévu à l'origine, mais ou encore le dérivé qui était un outil pour l'anglais, mais on a utilisé plutôt SyntaxNet parce qu'on voulait aussi montrer que c'était faisable avec des API qui n'étaient pas des logiciels propriétaires nécessairement, qui étaient disponibles sur Internet facilement. Donc, il y avait une vision d'ingénierie qui nous a amené à utiliser SyntaxNet, et aussi SyntaxNet a l'avantage d'être multilingue. Donc, le code est exécuté dans l'infrastructure infonuagique de Google à travers un IPA, ce qu'on appelle un API, là, en fait, un appel à un service web. Des exemples de transformation sémantiquement invariante d'arbres syntaxiques, par exemple le passage de la forme passive à la forme active et vice-versa. Jean mange la pomme est mangée par Jean, donc c'est rigoureusement le même sens, mais ça n'a pas du tout la même structure, donc c'est assez éloigné comme structure de surface. Le remplacement d'un nom ou d'un syntagme nominal par un pronom, c'est une transformation aussi sémantiquement invariante. Le retrait d'un adjectif, d'un adverbe, d'un groupe adjectival, bon, c'est des transformations sémantiquement indépendantes. Les règles de transformation ont été construites manuellement suivant la typologie des paraphrases de Villa, Marty et Rodriguez, qui a été vraiment l'article de base. Et puis, avec l'aide, et je salue en passant, je vois que Marie est ici, Marie Bourdon, linguiste informaticienne, c'était un stage organisé entre autres par Mikax. D'ailleurs, j'ai fait partie de mes remerciements à la fin. Chez Kojunov, qui a apporté une aide précieuse à ce travail. L'objectif était de faire la règle de Pareto, là, le 20% des règles qui vont couvrir 80% des résultats. C'est une règle d'ingénierie qu'on essaie de toujours appliquer. Ça se vérifie dans la plupart des domaines. Je vais vous épargner le détail ici, mais ça, c'est vraiment la façon dont on prend les arbres syntaxiques et qu'on va croiser. On voit que ça se croise, donc le sujet devient le complément et le complément devient le sujet. Et là, on peut passer à ce moment-là de la voix passive à la voix active et vice-versa. L'autre technique, là, c'est la dernière, c'est la génération de paraphrases par rétrotraduction. Et la dernière et non la moindre, je pense que c'est potentiellement la plus intéressante d'un point de vue ingénierie logicielle et aussi parce qu'on se sert de l'intelligence déjà des systèmes de traduction automatique neuronaux qui sont très puissants, qui vont générer des variantes. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de filtrer ces variantes-là. Donc, ça part d'un vieux truc utilisé pour le contrôle de qualité en traduction automatique. Hein. L'idée, c'est que si on veut savoir si un logiciel traduit bien, c'est qu'on traduit d'abord vers une langue cible, puis on retourne vers la langue d'origine. Typiquement, je le fais moi avec le français. Je pars du français, je vais vers l'anglais, l'allemand, peu importe, puis je regarde si la phrase obtenue, si je rétro-traduis, je traduis vers ma langue d'origine, ça retourne une phrase qui fait du sens en français. C'est ce truc-là, dans le fond, qui est utilisé pour générer des paraphrases. Donc, il existe un grand nombre de traductions équivalentes. Il n'y a pas une traduction nécessaire qui est vraiment toujours la meilleure. Donc, à cause, entre autres, de ce qu'on appelle la productivité combinatoire de la langue naturelle. Hein, c'est explosif, il y a énormément de possibilités. Et ces traductions-là, on peut les considérer comme des paraphrases. L'idée était dans l'air en 2015. Moi, j'ai commencé là, suite à l'article de Vagne et Lequin. Et puis, en rêvant à ça, en jasant avec un ami, Antoine Saucier, je pense qu'il n'est pas ici, prof à Polytechnique, un physicien.
il dit, ouais, tu pourrais essayer, il dit, tu te traduis, tu reviens, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Puis là, j'ai dit, bon, mais j'ai dit, à l'époque, en 2015, il n'y avait pas eu encore la révolution de la traduction neuronale. On était encore dans les systèmes à base de statistiques, à base de phrase-based qu'on appelle, là, à base de syntagme, OK? Et donc, la qualité, moi, j'ai fait des tests un peu, puis ça ne marchait pas fort. Honnêtement, là, il y avait beaucoup de filtrage à faire, sauf qu'en 2018, 2017-2018, il y a eu le passage au réseau de neurones, okay? Les systèmes de traduction à base de réseau de neurones, qui ont été développés à Montréal par le laboratoire de Yoshua Bengio, et je le répète, a été développé ici, mais l'industrialisation, c'est Dean et compagnie chez Google qui l'ont fait. Mais il reste que les idées de base, et Montréal est une plaque tournante dans le domaine de la traduction automatique. Depuis des années, il y a énormément d'efforts qui ont été faits à Montréal et aussi à Ottawa, évidemment, dans le domaine de la traduction automatique. Donc, j'essaie ça, ça marche plus ou moins, mais je regarde ça dans le fond, en arrière-pensée. Puis quand j'ai vu les nouveaux systèmes de traduction neuronale, j'ai dit, ah, là, il y a de l'intérêt, probablement, pour essayer la rétro-traduction. La première mention sur le terme de Round-Trip Machine Translation avait été utilisée, puis ça, j'ai fait pas mal de recherches parce que c'est pas facile à trouver. C'est une conférence qui avait lieu en Israël. C'est des gens de London College, je ne me souviens plus exactement. Mais eux, en fait, ils faisaient sur des phrases très, très courtes. Et là, à cette époque-là, même la traduction statistique standard faisait des choses très intéressantes sur des phrases très, très courtes. Mais on ne pouvait pas... et eux, leurs besoins étaient justement sur des petites phrases qui cherchaient à faire des variantes. Donc c'est une première utilisation, mais ce n'est pas vraiment dans l'optique d'une amplification de texte générique. Donc, le principe de la génération de paraphrases par rétrotraduction, vous avez la phrase originale, vous traduisez vers une langue cible, ça peut être des différentes langues cibles, c'est intéressant parce que, dépendant des langues, évidemment, on n'aura pas la même façon culturellement de voir la traduction. Et il ne faut pas oublier que tout ça, ça repose sur du savoir humain. Hein. C'est des gens qui ont aligné, des textes alignés avec une phrase, avec une traduction. C'est des humains qui ont fait ces traductions-là. Donc, il y a une très grande qualité. C'est pour ça que la traduction automatique est si bonne aujourd'hui. C'est parce qu'il y a énormément de savoir qui a été, qui est stocké dans ce qu'on appelle les bitextes ou les textes où on aligne à la fois la phrase d'origine et la phrase traduite. Ça produit évidemment une phrase traduite dans la langue cible qui ensuite est passée en traduction de la langue cible vers la langue originale. Ça, c'est la fameuse rétro-traduction. On a donc une phrase rétro-traduite dans la langue d'origine, puis après, on fait un filtrage sur la similarité. Si la phrase est identique ou trop différente, c'est n'importe quoi, là, en gros, du bruit, on filtre, on dit non, on l'enlève. Si on retourne la même phrase, c'est une traduction parfaite, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut une paraphrase. Et donc, les paraphrases, c'est des traductions qui sont pas trop différentes, mais quand même assez différentes. Et c'est là qu'il y a tout un jeu, et ça, je ne prétends pas d'avoir la meilleure solution. J'ai une solution, mais il y a beaucoup de travail encore pour trouver peut-être la façon la plus optimale de filtrer les rétrotraductions, les paraphrases. Donc, la rétrotraduction de bonne qualité, c'est une transformation sémantiquement invariable. Quand on traduit, on veut préserver le sens, ça va de soi. Et par contre, si on a une piètre qualité, ben là, on peut avoir n'importe quoi, et là, on ne respecte pas le critère de transformation sémantiquement invariable. Le filtrage, lui, il est basé sur la similitude. Il y a plusieurs façons de faire. La première chose que j'ai faite, évidemment, c'était une heuristique simple. C'était une règle heuristique, une règle empirique. C'est la différence de longueur entre le texte d'origine et le texte rétro-traduit, puis j'ai trouvé qu'il y avait des gens, même en 2017, qui utilisaient ça. Et puis j'ai décidé de faire un modèle logistique entraîné avec la métrique bleue sur la base d'un petit classificateur logistique. Le classificateur logistique, en fait, c'est ce qu'on appelle régression logistique par abus de langage, mais c'est vraiment le cheval de trait de l'apprentissage. Et c'est ça qui est à la base des systèmes de réseau de neurones. Hein. C'est une fonction logistique qui est à l'intérieur des réseaux de neurones. Et on entraîne ça sur des données qui étaient manuellement. Donc là, je me suis tapé quelques milliers de phrases pour entraîner mon modèle. J'ai environ 66-70% de bons résultats. Ça s'est entraîné, puis j'ai comparé évidemment avec un échantillon test, là, la façon classique de faire de l'apprentissage supervisé. Et ça permet de trier entre les bonnes et les mauvaises paraphrases dans le cas de la rétrotraduction. Et j'ai utilisé évidemment le service de traduction en ligne de Google Translate. Maintenant, l'expérimentation. Quelle tâche? Maintenant qu'on sait qu'on a différentes techniques d'amplification, il faut maintenant trouver une tâche
sur laquelle on va faire des expériences. Et la tâche qui était choisie, c'était vraiment l'idée de faire la tâche avec les mêmes algorithmes d'apprentissage profond, avec et sans données amplifiées. Donc, l'idée, c'était d'isoler l'effet de l'amplification des données textuelles et de montrer qu'il y avait une différence statistiquement significative. Ça ne visait pas de faire un modèle qui dépassait tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu difficile parce que quand je parle de ça avec les jeunes dans la culture de l'apprentissage profond, c'est tout le temps qu'ils veulent le modèle qui va dépasser tout le monde, mais par une chiure de mouche, ils disent « Ah ouais, mais si c'est pas ça que tu fais, ils ne comprennent pas ce que tu fais. » Moi, c'était juste de démontrer que sans amplification ou avec amplification, c'était différent et c'était simplement statistiquement significatif. Donc, c'était une tâche qui était simple et connue. Parce qu'au départ, je n'étais pas parti là-dessus. J'étais parti avec des données en français, plus multiclasses. En tout cas, le cauchemar. Là, j'ai pris ces textes-là, c'est des textes de critiques de films de la base de données Internet Movie Database, qui sont relativement bien écrites. J'ai pris 1000 critiques positives, 1000 critiques négatives. C'est un jeu de données qui est normalisé. Et j'ai utilisé différentes architectures de réseaux de neurones profonds courants. Je dirais à l'étape 2017, c'était pas mal. C'est encore ça pour la plupart, mais il y a des outils de recherche comme l'architecture de transfert qui sont nouvelles, mais sinon le perceptron multicouche, le réseau de neurones convolutifs et les réseaux de neurones récurrents. L'expérimentation se divise en deux phases, donc une phase de pré-traitement où je fais l'amplification des données, puis une phase d'entraînement des modèles avec différentes architectures de réseaux de neurones, avec les données originales et les données amplifiées. Et ça, on répète l'expérience un certain nombre de fois. J'ai aussi fait de la validation croisée, différentes choses. Et les modèles, après, sont comparés pour voir s'il y avait une amélioration ou dégradation au niveau de la prédiction, l'exactitude, de la façon de classer. Est-ce que c'est une critique positive ou c'est une critique négative du film qui a été fait? Donc, les erreurs d'entraînement des mesures ont été également calculées pour bien documenter. Puis, rapidement, l'expérimentation, ça, c'est les données textuelles et on a différentes techniques qui sont utilisées, l'injection de bruit, le remplacement contextuel, la génération de paraphrases par expression régulière, les arbres syntaxiques ou la rétrotraduction. Et tout ça, ça donne des données amplifiées qui sont ensuite testées. Ici, on voit l'expérimentation. Moi, en fait, la petite boîte là, entourée à gauche, c'est là où le travail d'amplification se fait. Tout le reste, c'est le schéma classique de mise au point ou ce qu'on appelle le pipeline là, des données pour l'apprentissage supervisé. Donc, je répète, l'entraînement des modèles, j'avais mes perceptrons multicouches à deux couches cachées, j'avais des réseaux de neurones convolutifs 1D. 1D parce que, typiquement, un texte, c'est dans une seule dimension. Il y a une dimension, le temps, c'est la séquence qui est considérée. Donc, c'est naturel de prendre un réseau de convolutifs à 1D. Et puis, moi, j'ai pris une seule couche parce que je voulais un système simple, on aurait pu multiplier les couches. J'ai fait aussi des réseaux récurrents à ce qu'on appelle à longue mémoire court terme, ou le LMCT, on dit aussi en anglais LSTM, et les réseaux récurrents LMCT, mais bidirectionnels. On va dans une direction et dans l'autre, donc ça, c'est les architectures classiques. Et les deux réseaux récurrents, particulièrement très longs à calculer. Là, on parle de plusieurs jours. Les résultats. J'ai amélioré dans une fourchette d'un demi% à 8,8%. 8,8%, c'est quand même assez important. L'exactitude par rapport à une base de référence qui est le jeu de données initial sans amplification de données. J'ai répété aussi l'expérience avec un autre jeu de données. Ça, c'est des choses que j'ai faites très récemment. Je n'ai pas complété encore. Là. Avec un autre jeu de données parce qu'on ne sait jamais, pour avoir un problème spécifique, là, une malédiction. Là, le jeu de données que j'avais pris était bon, mais qu'avec un autre jeu de données, ça ne fonctionne pas. J'ai pris des critiques de restaurants de commerce Yelp, qui est un autre jeu de données assez standard. J'ai obtenu des gains moins importants, c'était 0,5%, 1%. Mais bon, je travaille encore sur ce domaine-là. Et je dirais que la principale différence, c'est que les textes sont beaucoup plus courts. Les critiques de films, les gens, là, ils font des bons textes. Là. Souvent, c'est une page de texte. Là, sur les commerces, les restaurants, c'est assez résumé, puis c'est souvent très bruté. C'est plein de fautes, en tout cas. Donc, c'est un petit peu moins facile. D'ailleurs, c'est une des limites de ce travail-là et des techniques utilisées. Quand les phrases sont longues et mal écrites, ça donne des résultats moins intéressants. J'ai d'importantes fluctuations statistiques et les résultats, je vais les présenter dans les prochaines diapos avec des graphiques qui comportent des barres d'erreur. C'est l'erreur type de la moyenne. En fait, c'est l'erreur sur la moyenne des résultats. Donc,
Et là, on voit en bas ici, là, la ligne en pointillé rouge, là, ça c'est le niveau sans amplification de données. Et là, les données, par exemple, c'est une combinaison des différentes techniques que j'ai utilisées pour le perceptron multicouche. On voit en tout cas, c'est clair, que ça se détache complètement, qu'il y a vraiment un effet de l'amplification des données par rapport à ne pas amplifier les données. C'est vrai que visuellement, c'est correct, mais il faut faire aussi un test statistique. J'ai utilisé un test statistique pour faire montrer que c'était significativement ce qu'on appelle la signification statistique, signifiant d'un point de vue statistique. Et la même chose pour le réseau convolutif 1D. Je suis un peu pris dans le temps, là, je ne pourrais pas donner trop de détails, mais on voit quand même que ça se détache bien. Et les réseaux récurrents, on a un peu plus de variance, un peu plus de... Les plages d'erreurs sont plus importantes. Et, même chose pour les bidirectionnels, mais un petit peu moins variable parce que comme on passe dans les deux sens, ça a tendance à concentrer un peu plus les... Mais on voit quand même que ça se détache là, par rapport au niveau de base sans amplification. Et j'ai fait des tests aussi avec un algorithme classique, le fameux XGBoost, là, qui est le cheval de trait je dirais, des apprentissages automatiques classiques. Okay? Quand on ne sait pas quoi faire avec des données, là, quand on n'a pas des données pour faire de l'apprentissage profond, on va utiliser le XGBoost. À peu près tous les praticiens, c'est ce qu'ils utilisent pour apprendre vraiment à faire la mise au point de cet algorithme-là, mais c'est un algorithme extrêmement puissant. Et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés avec l'amplification de données, sauf dans le cas d'une addition de plusieurs types de transformations qui sont essentiellement des transformations de surface, d'injection de bruit, tout ça. Ça, c'est le résultat de 3 plus 4 plus 6 plus 7, là, ce qui correspond à des synonymes, je pense, et puis les paraphrases et la rétrotraduction. Les techniques, les observations générales, les techniques d'amplification de données textuelles augmentent l'exactitude d'un demi à 8%. À 91,29%, le perceptron multicouche est l'architecture la plus performante. Ça se compare aux meilleures performances sur le même jeu de données, certes, mais avec, disons, des approches de régularisation, avec des fonctions de régularisation et puis ce qu'on appelle le dropout, l'extinction de neurones. Donc, c'est vraiment assez compétitif à ce niveau-là, mais ce n'était pas l'objectif. Les performances sont dégradées quand on additionne des jeux de données amplifiés. Ça demeure un peu un mystère. J'ai des explications, je pourrais y revenir si j'ai le temps. Les techniques d'ADT qui produisent des paraphrases très différentes des phrases originales semblent mal se combiner, et les techniques d'injection de bruit de transformation de surface sont les plus performantes. J'ai montré aussi que la substitution lexicale avec adagramme, qui était une amélioration par rapport aux substitutions lexicales simples, qui tient en compte le problème de polysémie, est meilleur, évidemment, que la substitution lexicale simple, mais au départ, ça ne fonctionnait pas tout de suite. Il a fallu raffiner la méthode. La rétrotraduction donne des résultats plus bruités, mais l'avantage, c'est que c'est entièrement automatique. La transformation d'arbre syntaxique, elle est plus précise, mais exige un travail manuel. Et l'algorithme classique de XGBoost, il peine à exploiter les données amplifiées. Les avantages, donc, dans beaucoup de situations, l'emploi de l'amplification de données est plus rapide et moins coûteuse que la collecte de vraies données supplémentaires. Puis des fois, on ne peut pas les collecter, les données supplémentaires, c'est tout simplement pas possible. Ça facilite sur la mise en place d'expériences contrôlées. Donc, on peut plus facilement, comme c'est des données générées, contrôler les expériences. Il existe des services en ligne de fournisseurs bien établis qui nous donnent la robustesse, la fiabilité, une capacité de monter en charge. Hein, si on a beaucoup de données à traduire ou à amplifier, ben là, on a des outils qui nous permettent, avec des architectures puissantes, et c'est disponible dans un grand nombre de langues, et on a la possibilité d'automatiser et de traiter de façon distribuée ces données-là. Les inconvénients, ben, c'est évidemment la grande quantité de traitement informatique. Ça requiert beaucoup de calculs. Ça se dégrade avec la longueur et la mauvaise qualité des phrases. Ça, on parle surtout de ce qu'on appelle les amplifications intelligentes, la substitution lexicale, adagramme, la rétrotraduction ou la transformation d'arbres, qui dépendent de la qualité du texte. Et il y a un risque de masquer ou diluer des signaux faibles. Ça, j'ai pas vraiment... je vois le risque, mais je n'ai pas vraiment exploré ça à fond. Et la dépendance de services en ligne loués à des entreprises privées. Je voulais juste relativiser les temps de calcul. Donc, le temps de calcul que ça ajoute d'utiliser de l'amplification de données,
c'est beaucoup inférieur au temps requis pour entraîner des réseaux de neurones profonds. Typiquement, un perceptron multicouche, ça prend jusqu'à 8 jours, alors que l'amplification de données en rétrotraduction prend 2 jours. Donc, on parle de peut-être un ordre de grandeur là, dans ça. Pour un réseau très simple. 8 jours, ça, c'est ce qui est plus simple, perceptron multicouche. Avec des réseaux récurrents, on parlait plutôt d'une trentaine de jours, 20 à 30 jours. Donc, là, on est vraiment dans au moins un ordre de grandeur, sinon deux. Maintenant, le rôle de l'amplification dans l'apprentissage par transfert, ça va être ma conclusion. Là, on a vraiment des gros modèles de langue qui sont actuellement, énormes modèles de langue qui sont entraînés sur des gigaoctets de texte pendant des mois par des grandes entreprises comme Google. Et ça devient l'état de l'art en traitement de la langue naturelle. Et là, on peut se demander si tout le travail que j'ai fait, là, finalement, ça ne sert plus parce qu'on va utiliser ces grands modèles-là et bonjour, ça va se faire tout seul. Mais la réponse, c'est non. Parce que souvent, quand on utilise ces grands modèles-là et qu'on utilise l'apprentissage par transfert, il faut vraiment spécialiser le modèle afin de réaliser une tâche spécifique. Si je veux reconnaître, par exemple, les races de chiens, je reconnais déjà des chiens à la base, là, mais je veux reconnaître des races de chiens, donc je mets des photos des races en grande quantité en quantité supplémentaire pour pouvoir faire cette distinction. Même chose pour les applications en langue naturelle. Si j'ai des textes médicaux, j'ai ma base qui est mon gros modèle pré-entraîné qui fait de la langue en général, qui a été pris sur Wikipédia, qui a été pris sur plein de choses. Et si je veux faire, par exemple, du médical, je vais avoir besoin d'un corpus supplémentaire. Et c'est là que je risque de ne pas avoir assez suffisamment de données et d'avoir à utiliser l'amplification de données textuelles. Les limites de ce travail, l'expérimentation a été réalisée que sur une seule tâche, avec 2 jeux de données, et j'ai peu exploré toutes les possibilités. Et la raison, c'était qu'au départ, j'avais grandement sous-estimé les ressources de calcul nécessaires. Puis là, je peux vous dire, c'est incroyablement gourmand en calcul. Par contre, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre pour la suite. Rapidement, en fait, c'est de regarder comment les techniques se combinent, explorer chaque technique de façon détaillée. Donc ça veut dire éventuellement des publications. Aller en profondeur sur la rétrotraduction, aller voir ce qui se passe, pourquoi c'est bon, quelles langues sont meilleures. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mieux choisir les paraphrases issues de la rétrotraduction. Moi, j'ai fait un petit modèle logistique juste pour montrer que ça se faisait, mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Étendre la grammaire de transformation, expérimenter avec justement les gros modèles préentraînés, puis utiliser les techniques d'amplification avec ces modèles-là pour voir que ça fonctionne. Contribution originale, je vais passer rapidement. L'idée de l'amplification des données versus l'augmentation, le concept d'invariance sémantique qui est analogue à l'invariance géométrique en vision, l'injection de fautes d'orthographe plutôt que simplement du bruit, perfectionnement de la technique de remplacement lexical par l'utilisation de vecteurs non polysémiques, de vecteurs mots non polysémiques, de la désambiguisation, génération de paraphrases par rétrotraduction comme technique générique et non seulement, pas juste la simple génération de variantes, mais vraiment une technique pour amplifier les données. Et la même chose pour la paraphrase, l'utilisation des transformations d'ordre syntaxique comme technique générique. La notion de paratexte, et le mécanisme d'échantillonnage, ça c'est vraiment plus de la mécanique interne au système, là, mais générer des paratextes, c'est-à-dire des textes composés de plusieurs phrases différentes, et la notion de paraphrase, évidemment, qui se greffe à ça. Une vision d'ingénierie, de traitement distribué, d'utilisation de services web robustes, ça c'est le côté expérience dans l'industrie qui remonte. C'est bien beau, mais est-ce que c'est techniquement intéressant, économiquement intéressant? Plusieurs techniques utilisées aussi. Le rôle de l'ADT dans le paradigme dominant de l'apprentissage par transfert, où ça se positionne dans le paradigme qui va devenir, qui est en train de devenir le paradigme dominant, qui est l'apprentissage par transfert. Aussi de la réflexion, c'est le chapitre 7 où je pars un peu, je me fais d'ailleurs reprocher, mais c'est une vision à plus long terme, plus générique, sur l'insuffisance du web comme corpus, le fait que tout corpus est parcimonieux. L'émergence du mur des modèles préentraînés. Je parlais des gros modèles comme BERT, comme XLNet, comme des modèles qui sont récents, mais qui sont énormes, qui prennent des mois à entraîner et avec des coûts faramineux. On parle de millions de dollars pour faire des calculs. Ça présente un mur pour la plupart des petites entreprises, même des organisations. Je vais vous confier que même le MILA à Montréal, il y a un article en référence dans ma thèse, n'est pas capable d'entraîner ces modèles-là, malgré toutes les ressources. Vous parlez de Yoshua Bengio à la tête du MILA, il n'est pas capable d'entraîner ces modèles-là. À l'heure actuelle, ce ne sont que les grands du web, les gens
de Google et de Facebook qui sont capables de faire ce genre de calcul. Et ça pose un réel problème. Tant qu'ils les donnent, qu'ils les rendent disponibles, mais il n'y a rien qui les force à le faire. Et aussi ma contribution au code source libre et à la terminologie française de l'intelligence artificielle. En conclusion, j'ai fait un projet avec des ressources informatiques limitées. J'ai montré l'intérêt et la faisabilité de différentes techniques d'amplification de données. Maintenant, c'est un travail de diffusion qui s'impose pour faire connaître ces techniques-là aux praticiens, aux ingénieurs, aux chercheurs à la recherche de solutions concrètes et pratiques pour franchir le mur des données massives. Et je profite pour les remerciements d'usage. Entre autres, remercier la TELUC et l'UQAM où j'ai bénéficié vraiment d'une grande liberté, beaucoup de flexibilité parce que j'ai navigué pas mal dans le cadre du programme de doctorat en informatique cognitive. Un merci particulier à mon directeur de recherche, M. Paquette, mes deux co-directeurs, Néla Mesgani et Michel Gagnon, Polytechnique. Un clin d'œil à Antoine Saucier de Polytechnique, à Marie Bourdon qui est ici, chez Coginov. Merci au MITAX, à Coginov pour le stage en entreprise et à Calcul Québec pour l'accès à ces infrastructures de calcul. Enfin, un gros câlin à ma conjointe, Isabelle, et à mes enfants qui sont malheureusement pas là parce qu'ils sont à l'école. Alice et Sophie pour leur affection, leur support tout au long de ma quête scientifique.